Bienvenue congénères. Salut les gens. Ravi de vous retrouver dans notre zone de dépression sélective. Souvenez-vous. Previously, in dépression sélective. Cependant, ces événements participent également au processus de spéciation par le renouveau. Les cartes sont redistribuées, les survivants ont alors le champ libre et de nombreuses opportunités pour remplir les niches écologiques qui sont désormais vacantes. Et c'est là que peuvent se faire de grandes diversifications des espèces vivantes, telle une explosion au niveau biologique. Alors allons-y, parlons de ces processus de diversification. Carte blanche, à toi. Une radiation évolutive ou radiation adaptative correspond à l'évolution rapide à partir d'un ancêtre commun d'un ensemble d'espèces d'un même groupe d'organismes, caractérisé par une grande diversité écologique et morphologique. Chaque nouvelle espèce est adaptée à une niche particulière. Il n'y a pas grand-chose à rajouter à ça. Donne des exemples alors. Feignasse. J'allais y venir. On peut donner comme premier exemple l'extinction des dinosaures non-aviens qui a permis l'essor des mammifères. Oh no! Les dinosaures étaient très diversifiés, et après leur disparition, les niches écologiques qu'ils occupaient se sont libérées. Les mammifères, qui jusqu'alors étaient pour la plupart de petits animaux nocturnes opportunistes peu variés, ont alors pu prendre leur place dans tous les types de milieux. Le deuxième exemple, et l'un des plus connus, est celui des pinsons de Darwin. Lorsque les îles Galapagos ont émergé, elles n'abritaient aucune vie. Bien plus tard, alors que ces nouvelles terres se faisaient coloniser, est arrivée une espèce de pinson qui a envahi toutes les îles. La place étant libre, différentes populations se sont alors adaptées à différents modes de vie, amenant notamment à des comportements alimentaires différents. Ainsi se retrouve-t-on aujourd'hui avec plusieurs espèces distinctes de pinsons, de taille et de couleurs similaires, mais se distinguant par la taille et la forme de leur bec selon leur source de nourriture. Ce processus est donc fortement lié au phénomène de dispersion, qui désigne de manière générale comment des êtres vivants, se séparant ou étant séparés géographiquement d'une population d'origine, colonisent ou recolonisent un nouveau territoire. Bien. Mais la radiation évolutive n'est pas le seul processus. Canne blanche. La vicariance est un phénomène écologique, biologique et géologique causant la séparation d'une population ancestrale en plusieurs populations dérivées à la suite de la formation d'une barrière, c'est-à-dire un facteur qui interrompt le flux génétique entre ces populations et les isole en aire géographique initialement plus réduite que celle d'origine. La spéciation par vicariance a lieu lorsque cette barrière persiste suffisamment longtemps. Les taxons vicariants sont donc des taxons phylogénétiquement proches, mais vivant dans des aires géographiques différentes. C'est ce qu'on observe dans le registre fossile lors de la fragmentation ou la séparation de continents. C'est ce qui explique pourquoi la faune de l'Australie est si unique par son isolement très ancien, et c'est ce processus qui était à l'origine de la théorie de l'East Side Story d'Yves Coppens. Selon cette hypothèse, la formation du Grand Rift africain, créant une barrière infranchissable et amenant à un assèchement de l'est du continent, aurait conduit à la séparation entre les ancêtres des grands singes dans les forêts de l'ouest et les ancêtres de la lignée humaine dans les savanes de l'est. Mais cette hypothèse a depuis été mise à mal. Mais le processus sur lequel elle s'appuie n'en est pas pour autant faux. À partir du moment où deux groupes de la même espèce se retrouvent séparés suffisamment longtemps, chaque groupe évolue alors selon les contraintes de son environnement par adaptation ou par le phénomène de dérive. N'étant pas en contact, il se crée un isolement reproductif qui fait que si elles viennent à se rencontrer de nouveau dans l'avenir, elles ne seront plus interfécondes. Spéciation quoi. Enfin, plus précisément, dans ce cas, on parle de spéciation allopatrique, histoire de placer un mot barbare qui donne l'air intelligent. Alors, Patrick? Putain, mec, sérieusement. D'ailleurs, souvent, lorsque des ponts de terre relient de nouveau des territoires jusque-là séparés, les flux migratoires ont tendance à entraîner des phénomènes d'extinction d'espèces à cause de la concurrence, de la prédation ou de la transmission de nouvelles maladies. C'est par exemple ce qui s'est passé au début du Pléistocène, il y a environ 3 millions d'années, durant le grand échange interaméricain qui suivit la réunion des deux Amériques par l'immersion de l'isthme de Panama, essentiellement aux dépens de la faune sud-américaine d'alors. Pour finir, dans le cas de la formation des îles, il peut y avoir succession de dispersion, par la traversée de la barrière pour coloniser l'île, volontairement ou non, puis de vicariance, quand la nouvelle population insulaire évolue indépendamment de celle du continent, par isolement génétique.
Il s'agit de l'effet lié à l'isolement spatial que crée une île et qui amène à des modifications de la population différentes de celles arrivant à la population continentale, qui est soumise à d'autres conditions d'existence. L'un de ces effets est le nanisme insulaire, propre aux petites îles. Un petit territoire possédant moins d'espace et de ressources, les espèces animales ont tendance à diminuer en taille par rapport à leurs homologues continentaux sous la pression de la sélection naturelle. On peut donner comme exemple la découverte de mammouths laineux nains d'environ 1,80 m au garrot sur l'île de Wrangel, au nord-est de la Sibérie, et ayant disparu bien après leurs cousins continentaux, il y a seulement 4000 à 3700 ans. Parallèlement, il y a environ 35 000-30 000 ans, quelques mammouths colombiens, espèces nord-américaines, gagnaient les îles situées au large de la Californie, sans doute à la nage car la baisse du niveau des océans n'a pas pu être suffisante pour mettre à sec les 8 km qui séparaient ces îles du continent. Toujours est-il que, ainsi isolés et confrontés au manque de nourriture, seuls les individus les plus petits ont pu survivre et se reproduire. Ainsi est née une nouvelle espèce suite à cet effet insulaire, Mammuthus exhibis. Avec son 1,60 m et sa tonne, il contrastait très nettement avec son parent, le mammouth américain. Il disparut il y a 12 000 à 11 000 ans, peu avant le mammouth de Colomb qui s'éteignit il y a environ 10 000 ans. Enfin, dernier exemple, celui de l'île de Flores en Indonésie. On y a découvert en 2004 une nouvelle espèce naine, l'homme de Flores, ou Homo floresiensis, ayant vécu entre moins 100 000 et moins 50 000 ans. Surnommé le Hobbit, cette espèce mesurait entre 1 m et 1 m 10 et cohabitait avec d'autres espèces naines comme des éléphants mesurant entre 1 m 50 et 2 m. Cependant, il cohabitait également avec des varans géants, car apparemment l'effet insulaire semble agir à l'inverse sur des espèces à sang froid, qui ont un métabolisme plus lent et sont donc moins dépendantes de la quantité de nourriture disponible. Être grand semble devenir un avantage pour ces espèces, là où être petit est un avantage pour des espèces à sang chaud dans ce type de milieu. Encore aujourd'hui d'ailleurs, les varans de l'île indonésienne de Komodo sont les plus gros lézards du monde. Précisons, avant qu'on nous jette des cailloux, que l'on sait très bien que les expressions sang froid et sang chaud ne sont pas vraiment correctes en biologie. Mais le sujet n'étant pas là, on préfère simplifier. Néanmoins, cet effet de nanisme s'explique, en plus du manque de ressources, par un processus de type endogamique, en d'autres termes mettant en jeu une reproduction sexuée soumise à un phénomène de consanguinité. Un phénomène que l'on trouve couramment est la perte du vol chez de nombreuses espèces d'oiseaux insulaires. Une fois arrivés et installés sur une île sur laquelle ils trouvent un habitat tout à fait favorable et dépourvu de prédateurs naturels, l'aptitude au vol ne devient plus un critère sélectif pour la survie. De nouveaux comportements peuvent émerger, comme le fait de nicher au sol, et le fait de migrer ou d'être vigilant n'est plus nécessaire. Ainsi, par dérive, et peut-être renforcé par des facteurs comme la sélection sexuelle, se retrouve-t-on avec des oiseaux possédant des ailes atrophiées, comme les kiwis et les dodos. Ou totalement dépourvus d'ailes même, comme les moas. Néanmoins, l'entretien des muscles permettant le vol demande une dépense d'énergie inutile dans ces conditions de vie. Donc on peut débattre sur le rôle de la sélection naturelle dans ces cas-là. Au final, le dodo, ou dronte de l'île Maurice, espèce apparentée à nos pigeons, s'est éteint à peine un siècle après sa découverte par les Européens, à la fin du XVIIe siècle. Ces derniers, en introduisant des chiens, des cochons et des rats qui dévoraient les œufs, ont signé le glas du volatile. Idem pour les moas, ensemble d'oiseaux vivant en Nouvelle-Zélande et apparentés aux émeus. L'arrivée des Maoris au XIIIe siècle dans l'archipel leur a été fatale, les hommes chassant et massacrant ces oiseaux sans méfiance et peu farouches, et introduisant d'autres prédateurs pour les œufs et les petits comme les rats. Encore aujourd'hui, ce phénomène arrive par l'introduction accidentelle d'espèces invasives dans des écosystèmes qui ne sont pas les leurs, comme par exemple des serpents réfugiés dans les trains d'atterrissage des avions. Enough is enough! I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane! Pas toujours accidentelle d'ailleurs, comme l'introduction volontaire d'espèces exotiques comme nouveaux animaux de compagnie, que des propriétaires peu scrupuleux, négligents ou irresponsables relâchent dans la nature, au mépris de l'équilibre en place. En tout cas, à l'heure actuelle en Nouvelle-Zélande, seul le kiwi survit encore, mais fortement menacé et donc hautement protégé. Un dernier point cependant, certes les conditions responsables de cet effet local façonnent les espèces vivant sur le territoire. Mais il ne faut pas oublier que les événements qu'ont subis les populations à l'origine de ces espèces, avant leur arrivée à destination, vont également avoir une incidence sur leurs aptitudes, leur forme et leur comportement. Lorsqu'une population doit traverser une barrière géographique pour coloniser un nouveau territoire, les conditions difficiles inhérentes à une telle migration vont forcément aboutir à un ou des épisodes de sélection.
Autrement dit, seuls les individus présentant les aptitudes avantageuses permettant de survivre aux conditions éprouvantes de la traversée arriveront à destination. Ce sont donc eux qui seront à l'origine de la nouvelle population, en se reproduisant entre eux sur leur nouveau territoire. Du coup, il y a une perte de la variabilité génétique originelle, et seules les caractéristiques de ces premiers colons seront transmises et vont définir le nouveau groupe. C'est l'effet fondateur. La locution effet fondateur est utilisée en génétique des populations pour décrire la diffusion d'une mutation génétique ou d'un trait génétique au sein d'une population à partir de l'apparition de celle-ci chez un de ses individus, et également dans l'étude de l'évolution comme un mode de spéciation. Ce phénomène est particulièrement rapporté au sein de populations qui ont pratiqué l'endogamie ou quand un petit groupe fondateur est à l'origine d'une nouvelle population dans une nouvelle zone géographique. Merci Canne Blanche. On vous conseille à ce propos l'excellent épisode Les bourrelets de l'évolution de Dirty Biology, qui explique très bien ce processus. Pour résumer, le phénomène de spéciation est le moteur de la diversification du vivant. Il dépend du mécanisme de variation aléatoire seul, par la dérive génétique, ou associé à la sélection, par l'adaptation aux conditions environnementales des êtres vivants. Cependant, l'instabilité naturelle des écosystèmes et les bouleversements planétaires pouvant survenir sans crier gare sont à l'origine également du phénomène d'extinction des espèces. Ce processus d'apparition, diversification et disparition est quelque chose de commun et de régulier dans le vivant, car l'équilibre nécessaire au maintien et à l'épanouissement de la vie est fragile. Néanmoins, ces deux phénomènes de spéciation et d'extinction s'auto-alimentent, l'un ne va pas sans l'autre. Mais on observe tout de même un paradoxe dans ce processus. C'est un paradoxe. En effet, l'évolution a tendance à produire des espèces spécialisées à des niches écologiques précises, par adaptation à un certain mode de vie ou un certain milieu. C'est logique, on est bien plus efficace que ses concurrents quand on est un spécialiste, donc on a un meilleur succès reproducteur. Problème, rien n'est figé dans la nature. Le facteur temps et le hasard modifient continuellement les systèmes écologiques. Être spécialisé devient donc un désavantage quand les conditions changent, car il est compliqué de revenir en arrière d'un point de vue biologique. Quand les conditions sont défavorables, lors d'une catastrophe naturelle par exemple, ce sont finalement les espèces généralistes, habituellement condamnées à faire de la figuration dans des conditions stables, qui s'en sortent le mieux. Chez les animaux, ce sont souvent d'ailleurs des espèces de petite taille, nombreux mais peu diversifiés en termes de forme, et opportunistes, en ayant par exemple un régime alimentaire varié et variable. Être petit implique que l'on ait besoin de moins de ressources, de moins d'espace et qu'on se reproduise plus vite et en plus grand nombre. Si on prend l'exemple de la criscatée, on estime que tout animal dépassant une vingtaine de kilos a été balayé de la surface du globe. Leur longévité étant moindre, elles atteignent la maturité sexuelle plus vite et elles donnent un plus grand nombre de générations, donc de descendants, sur une même période que des espèces ayant une plus grande espérance de vie. Cela rend alors ces espèces plus résistantes à une chute démographique et donc bien plus adaptables, ce qui en fait des candidats de choix pour repeupler un écosystème dévasté quand les conditions seront redevenues favorables. De plus, l'uniformité et la simplicité morphologique de ces espèces offrent un modèle standard de base malléable, propice à la spécialisation vers des nouvelles formes spécifiques. En bref, l'adaptation a tendance à produire des spécialistes, pourtant l'instabilité des environnements naturels favorise les généralistes de façon transitoire, qui seront eux-mêmes plus aptes à s'adapter, se diversifier et se spécialiser.